Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Fabrique de l'information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. Cette semaine, nous vous proposons un grand entretien avec une figure du journalisme français, un homme qui analyse au quotidien les enjeux géopolitiques dans la matinale la plus écoutée du pays, celle de France Inter. Quelques minutes d'antenne pour tenter de rendre intelligible ce qui ne l'est plus toujours, surtout depuis l'arrivée d'un Donald Trump en chef d'orchestre d'un monde instable. Ce journaliste, c'est Pierre Aski, qui n'a pas eu trop de mal à trouver la porte de notre studio, à la maison de la radio qui est aussi la sienne depuis 8 ans. L'occasion de revenir sur sa carrière où il a parcouru de nombreux pays et traversé les mutations médiatiques. Nous parlerons de ses débuts comme correspondant à l'AFP en Afrique du Sud où il a connu la période de l'apartheid, à son arrivée à Libération dans les années 80. Le journal n'a pas hésité à l'envoyer en Chine où il sera son correspondant et l'observateur avisé d'une puissance mondiale en devenir. Du papier au numérique, Pierre Aski sera le cofondateur du premier site d'information français Rue 89, une aventure qui préfigure des enjeux actuels de la méfiance qui s'installe à la désinformation qui prolifère. Il vient de lancer à 73 ans sa chaîne YouTube, preuve que sa curiosité ne connaît ni âge ni frontières. Pierre Aski, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la Fabrique de l'information. Merci. Vous m'en voulez pas trop d'avoir révélé votre âge comme ça à Non, l'antenne ? aucun problème. Alors, je parlais d'une curiosité sans frontières. Je mentionne également que vous êtes depuis 2017 le président du conseil d'administration de Reporters sans frontières. Et vous venez de publier aux éditions Stock cet ouvrage, La fin d'un monde. Nous verrons avec vous de quel monde vous parlez. Et nous allons le parcourir d'ailleurs, ce monde, en s'arrêtant dans les pays qui ont compté pour vous. Afrique du Sud que j'ai cité, Israël, Palestine, la Chine, sans oublier la Tunisie de votre naissance. Au sommaire également, notre rendez-vous mensuel avec la médiatrice de France Culture, Emmanuelle Davier, qui recevra le producteur du cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Notre histoire continue avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur France Culture, une radio qui progresse dans un contexte en baisse. La preuve, sans doute, que vous avez besoin de profondeur, d'analyse et de mise en perspective. Ce que nous essayons de faire chaque semaine. Alors merci pour votre fidélité à la radio, en podcast sur l'application Radio France ou en images sur notre chaîne YouTube, car on en a une aussi, Pierre Aski. La Fabrique de l'information, épisode 33, c'est parti. C'est un petit peu aujourd'hui la normalisation de l'ancienne Afrique du Sud qui se termine, mais la nouvelle Afrique du Sud, elle, n'a pas encore vraiment vu le jour. Je rejoins un journal qui a une histoire très politique et qui veut se professionnaliser. Donc le fait que je vienne de l'AFP n'était pas un hasard. C'est vrai que Serge Julie est allé puiser dans le vivier AFP parce qu'il y voyait les qualités qui manquaient peut-être à ce moment-là à Libération, c'est-à-dire souci de rigueur, de professionnalisme justement, qu'il a voulu injecter dans le journal. Ces images sont les dernières que nous ayons filmées de Liu Xiaobo. Une rencontre discrète, comme toujours, pour déjouer la surveillance policière. 1 heure de discussion dans un faubourg de Pékin, en cette année où la ville accueille les Jeux Olympiques. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, vous nous parlez de l'évolution rapide de la situation au Venezuela ce matin. Salut Anthony. Salut Pierre. Merci d'être avec nous pour cette première de cette nouvelle chaîne YouTube. Alors ça fait quoi, Pierre Aski, d'entendre une sorte de bande originale de sa vie C'est troublant, je dois dire. vous qui êtes... C'est un accéléré de décennies. Exactement, vous qui êtes habitué à parler au micro, cette fois-ci vous êtes auditeur donc, de cette réalisation qui a été faite par Émilie Valla. Première observation sur votre livre, Pierre Aski. Les auditeurs de France Inter ont l'habitude de vous entendre analyser le monde avec recul, en mettant en avant des faits, des déclarations. Mais dans ce livre, on découvre un jeu. Vous commencez à vous raconter à la première personne. Pourquoi ce choix ? Alors, je suis moi-même troublé par ce choix parce que c'était pas un choix initial. Mon choix initial, c'était de retourner dans quelques pays qui m'avaient marqué, ceux où j'avais été correspondant et 2 autres. Et ça ne faisait pas un livre. Et mon éditeur m'a convaincu en discutant que le fil conducteur du livre que j'avais en tête, c'était moi. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a libéré d'un tabou qui est celui de parler à la première personne, ce que j'avais jamais fait dans mes livres précédents. Et je me suis mis à l'ordinateur et c'est sorti tout seul et ça m'a entraîné beaucoup plus loin que je ne l'imaginais, parce que je me suis mis à parler de ma mère, de la Tunisie, de mon enfance, de choses que je n'avais pas du tout l'intention d'aborder. C'est ça qui est intéressant quand on vous lit, parce que c'est vrai que quand on vous écoute chaque matin, on vous imagine dans ce studio de France Inter, donc une activité assez de
sédentaire finalement. Et en parcourant votre carrière, en vous lisant, on voit que finalement votre vie a été faite de voyages multiples, d'aventures. On reviendra bien sûr sur votre carrière de correspondant dans plusieurs pays. Et ce voyage, vous en parlez dans cet ouvrage, il y a Zanzibar. Alors ça, c'est plutôt un voyage personnel, mais qui va être le déclencheur de votre envie de faire du journalisme. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un accident d'histoire familiale qui me conduit à Zanzibar juste après le bac. J'ai 18 ans et je me retrouve pendant 5 jours dans cette île qui fait partie de la Tanzanie et qui vient de vivre l'assassinat de son despote local. Et pendant que j'y suis, les gens commencent à parler, les langues se délient. Et j'entends les témoignages des commerçants arabes, puisque Zanzibar a été une dépendance du sultanat d'Oman pendant plusieurs siècles, indiens, puisqu'il y a une grosse communauté asiatique en Afrique de l'Est, et africains, évidemment. Et ces récits sont contradictoires. Chacun me parle du vécu et du passé de sa communauté. Et là, je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie. Aller à l'autre bout du monde, recueillir des histoires qui sont extraordinaires, qui sont contradictoires, et essayer de donner du sens à tout ça pour un lecteur qui se trouve à des milliers de kilomètres de là. En gros, j'avais inventé le reportage sans le savoir. Vous aviez quel âge là, Pierre Aski ? J'avais 18 ans. 18 ans. Et donc, ça a été le déclic, à la fois vis-à-vis du journalisme de terrain, mais aussi vis-à-vis de l'Afrique, puisque j'ai eu une passion pour l'Afrique à ce moment-là, où je suis resté à travailler pendant une quinzaine d'années. Alors vous êtes né en Tunisie, je l'ai Oui. dit, donc vous êtes né en Afrique, vous avez été justement dans ce pays-là. Pour revenir sur cette histoire de vérité contradictoire, où chacun a sa propre vérité, ça permet aussi d'ouvrir l'esprit, de se dire qu'il y a la force aussi de l'oralité. Oui, tout à fait. En fait, c'était une expérience absolument bouleversante parce que le fait de recueillir cette parole, évidemment, ça ne m'était jamais arrivé. Je m'étais jamais retrouvé dans ce type de situation. Et c'est troublant d'entendre deux personnes qui, à quelques heures d'intervalle, vous racontent la même histoire, mais différemment. Et parfois en s'opposant, évidemment. Donc c'était une sorte de cours accéléré des contradictions du monde, de la diversité du monde, et aussi de la limite du témoignage humain, parce que on peut pas prendre pour argent comptant ce que nous disent ces personnes, puisqu'elles racontent la même histoire différemment. Mais cette multiplicité de regards sur une seule situation, ça vous est resté, ça vous reste toujours d'ailleurs, on le sent dans vos chroniques quotidiennes, où vous regardez la situation en fonction de ces différents endroits du monde, en fonction de ce qu'on soit un leader chinois ou américain. Oui, parce que je pense que c'est une des leçons moi, que j'ai retenues de ma vie de journaliste, c'est la nécessité de se mettre dans la tête de l'autre. Non pas pour approuver ce qu'il pense ou ce qu'il dit, mais pour comprendre sa logique, ses réflexes. Penser contre soi-même. Oui, je pense que c'est indispensable. Et aussi pour comprendre d'où il vient, quelles sont les influences qu'il y a eu dans sa vie, les traumatismes, les épisodes historiques qui l'ont marqué. Parce que autrement, on ne comprend pas pourquoi il se conduit de telle manière aujourd'hui. Donc c'est un peu il y a une ligne droite quelque part entre ce moment de Zanzibar et le reste de ma vie, parce que ça a irriguer mon comportement en tant que journaliste. Alors on va revenir à Zanzibar avant d'aller tout de suite au reste de votre vie. Vous revenez à Paris, vous faites des études de journalisme, mais vous allez très vite repartir en Afrique pour le travail en étant correspondant à l'agence France Presse. Oui, parce qu'en fait, je voulais partir le plus vite possible. En fait, j'avais pris le virus du terrain et j'avais fait ma petite étude de marché et j'avais conclu que l'AFP était le moyen le plus rapide, donc l'agence France Presse était le moyen le plus rapide de partir, parce que l'AFP a un réseau de bureaux dans le monde et que pour un jeune journaliste, c'était plus facile de démarrer à l'AFP que de démarrer dans un journal ou une radio où il fallait faire ses preuves et atteindre un certain niveau avant d'être envoyé à l'étranger. Et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai fait 2 ans de desk à Paris et qu'on m'a envoyé numéro 2 du bureau régional de Johannesburg. On est en 1976. Et on est en plein apartheid. Quand j'arrive le 1er juin 1976, et Soweto explose le 16 juin 1976. C'est-à-dire que je suis plongé dans ce bain d'une manière brutale et violente, puisqu'il y a plusieurs centaines de morts dans cette répression du soulèvement de Soweto. Et si on fait aujourd'hui le compte à rebours de la libération de Mandela 15 ans plus tard, on démarre le 16 juin 1976. C'est un moment crucial dans l'histoire sud-africaine. À la libération de Mandela, un Mandela qui a été
qui était évidemment en prison, et vous y êtes allé en prison, et vous avez pu même le voir, le rencontrer, pas lui parler, mais le rencontrer. Aucun journal sud-africain d'importance n'a mentionné aujourd'hui que depuis 25 ans, Nelson Mandela est emprisonné. Nelson Mandela, le leader noir sud-africain qui symbolise le combat contre l'apartheid, a été arrêté le 5 août 1962. C'est lui qui a créé la branche militaire de l'ANC, le Congrès national africain. Philippe Lefay. Son combat continue. Pour une fois, l'expression n'est pas galvaudée. 25 ans que Winnie Mandela se bat pour son mari Nelson Mandela, leader toujours incontesté de l'ANC, le principal mouvement anti-apartheid, enfermé à vie près du Cap. Depuis 25 ans, Mandela n'est plus un leader, il est un symbole. Pour les jeunes générations des ghettos qui ne l'ont jamais ni vu, ni entendu, ni lu, du moins officiellement, Pretoria interdit que l'on évoque cet avocat de 69 ans. Nelson Mandela, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, il est même un personnage fort de cette conclusion. C'est une rencontre qu'on ne peut pas oublier. Oui, tout à fait. Et surtout, cette première rencontre, je l'ai rencontrée plusieurs fois. 1977, on est véritablement en plein apartheid et le gouvernement sud-africain organise un voyage de presse à Robben Island, le pénitencier où est détenu Mandela. Il y a toute la presse sud-africaine et les agences internationales. On est trois étrangers dans ce voyage. Moi, je représente l'AFP. Et la règle du jeu, c'est interdiction de parler aux prisonniers et nos articles sont soumis à la censure. Mais l'envie d'y aller, de voir cet endroit et de voir ces hommes qui sont là depuis des années est plus forte que toutes les contraintes et les limites que l'on met à votre liberté. Absolument. Et on se retrouve effectivement à 3-4 mètres de Mandela, qui est en tenue de prisonnier, en train de jardiner, et qui fait la gueule. Il n'est pas content, il a une grimace, et il y a une photo qui immortalise ce moment, qui a été prise par l'administration pénitentiaire, et qui est aujourd'hui en couverture d'un livre produit par la Fondation Mandela au Cap, et le livre s'appelle Le jardinier de Robben Island. Et des années après, quand Mandela a été libéré, il est venu en France, et je l'ai interviewé, et à la fin de l'interview, je lui ai demandé, vous vous souvenez de cette visite de journaliste? Et il m'a dit, oui, j'étais furieux parce qu'on nous exhibait devant les journalistes, on n'avait même pas le droit de leur parler. Et donc, je lui ai dit, mais vous savez, j'y étais. Et là, il a été ému que moi. Et il m'a pris dans ses bras parce que j'étais le premier étranger qu'il avait vu en prison, qui avait l'idée de ce qu'il avait vécu en prison. Et c'était un moment très fort. C'est vrai que Mandela occupe une place très importante dans mon panthéon personnel, parce que voilà un homme dont on a fait un mythe pendant qu'il était en prison. 26 ans en prison, c'est long. Vous vous souvenez du grand concert de Wembley, toutes les stars de la pop en mondiovision, 500 millions de téléspectateurs pour le Free Mandela Concert. Il sort de prison et il est à la hauteur du mythe. Et c'est là qu'il y a quelque chose de magique, parce que souvent, vous avez comme ça des mythes qui sont créés et la personne se révèle décevante, voire l'image opposée de son mythe. Voilà. On a quelques noms en tête, évidemment. Et là, il fait exactement ce qu'il a dit. Il dit que sa mission, c'est d'assurer la transition en Afrique du Sud, empêcher que le pays tombe dans une guerre civile sanglante. Il dit qu'il va faire un seul mandat, et il fait qu'un seul mandat, en disant, moi, je ne suis pas qualifié pour gérer l'économie. Il avait déjà plus de 80 ans. Il passe à la génération suivante, qui a d'ailleurs fait un très mauvais boulot, mais peu importe. Et il tient ses promesses. Et je trouve que c'est une des personnalités les plus positives du XXe siècle. Alors, vous parlez de l'Afrique du Sud, ça m'a intéressé parce que ici, on s'intéresse beaucoup aux enjeux numériques. On voit qu'un Elon Musk est né en Afrique du Sud, un Peter Thiel y est passé, grand libertarien, une sorte d'éminence grise pendant longtemps de Donald Trump. Un David Sachs également est né en Afrique du Sud. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont vu de cette société violente, des vestiges de l'apartheid? Comment on peut expliquer que ces hommes-là, qui sont des hommes de pouvoir, qui sont tous passés plus ou moins par ce pays-là, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont pu en retirer? Je pense que l'idée de la fin de la domination blanche est restée gravée dans leur esprit, et on voit bien que c'est la toile de fond de beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, la menace sur cette domination blanche de la société américaine,
comme ils l'ont vécu dans leur jeunesse en Afrique du Sud. Il y a eu une période en Afrique du Sud où la société blanche, moi, quand je suis arrivé, avait bonne conscience. Elle pensait, elle ne se voyait pas comme tyrannique, comme oppressive, comme ce que nous regardions, c'est-à-dire un système abominable qui était celui de l'apartheid. Elle se pensait vertueuse et elle pensait que c'était bien de séparer les races et que chacun jardine dans son coin et que tout le monde serait le monde serait plus harmonieux. Et je pense que c'est l'effondrement de ce système, c'est-à-dire à un moment la réalisation que le reste du monde les considère comme des monstres, que la population noire, évidemment, n'accepte pas cette logique, et tout ça s'écroule pour eux. Ce monde-là s'écroule. Et je pense qu'ils le reproduisent aux États-Unis avec la montée des groupes minoritaires, avec la fin de cette suprématie blanche. C'est quand même un enjeu absolument majeur dans la société américaine. Et on le voit effectivement, ce retour de cette suprématie blanche avec maintenant que les réseaux qui sont les leurs, on en parlera sans doute tout à l'heure, qui sont des caisses d'amplification évidemment pour ces idées. Si on continue le fil, l'AFP, vous allez quitter cette agence. Pourquoi vous partez d'ailleurs ? Je pars parce que je me sens plus à ma place. Parce qu'à un moment, j'ai fait un reportage. C'était la fin de la guerre de Rhodésie, la Rhodésie qui deviendra en 1980 le Zimbabwe. Et il y a eu un moment où le 80% du pays était sous la loi martiale. Il y avait des massacres, etc. Et on en entendait parler par les missionnaires. Et j'avais organisé un reportage illégal dans ces zones de loi martiale. Et lorsqu'il est passé sur les fils de l'AFP, il y a eu des conséquences assez sérieuses. Ça a tangué, puisque les autorités m'ont interdit de séjour. Et l'AFP, au lieu de me féliciter, ce que je m'attendais à avoir parce que j'avais fait correctement mon travail, m'a engueulé en me disant que j'avais mis en danger la position de l'AFP dans un pays. Donc la perte d'un bureau potentiel, la perte d'un positionnement. Et donc par rapport à la concurrence avec Reuters ou avec Associated Press, les autres agences internationales, le fait de ne pas être dans un pays où il se passait une guerre et de l'information était effectivement, dans leur logique, c'était un bon argument. Pour moi, j'avais l'impression qu'on me bridait dans ma manière de considérer le journalisme. Et donc je m'étais dit à ce moment-là, je partirai, je ne resterai pas dans cette agence. Ce qu'on voit ici, c'est la logique du compromis, en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour maintenir une position ? Et cette logique du compromis, elle irrigue aussi beaucoup de problématiques journalistiques. Oui, tout à fait. Et après, c'est une décision individuelle. Où est-ce que vous mettez le curseur dans ce que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas de faire ? Dans la logique de l'agence, je comprends qu'ils mettent le curseur dans le fait de rester présent dans un pays, quelles que soient les circonstances. C'est une logique d'un fournisseur d'informations qui doit composer pour être présent partout. Peut-être un mot sur l'actualité récente de l'AFP que vous devez suivre avec ce plan d'économie de 10 à 12 millions d'euros par an, avec en conséquence des conditions qui sont finies ou des conditions qui sont beaucoup moins bonnes, qui sont dégradées pour les journalistes à l'étranger. Est-ce qu'il faut entendre par là la fin d'un signal qui serait celui de donner la prime aux reportages de terrain ? Alors, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé aussi et qui explique cette évolution. C'est que dans tous les pays où l'AFP est présente, il y a aujourd'hui des générations de journalistes qui arrivent, qui sont beaucoup mieux formés et qui sont totalement prêts à assumer le travail de l'agence. Là où autrefois, on envoyait des gens de Paris ou de Londres pour faire ce travail parce que les conditions n'étaient pas remplies. Et je pense que, alors évidemment, ça induit une dégradation des conditions sociales, puisque ça deviendra des contrats locaux pour des locaux. Mais le problème, c'est est-ce que la qualité de l'information en pâtit ou pas ? J'en suis pas sûr, parce que ce changement sociologique de la planète, d'une certaine manière, c'est-à-dire le fait qu'on a des générations de journalistes beaucoup mieux formés. Si vous allez aujourd'hui au Brésil, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des journalistes expatriés au Brésil, alors que vous avez une population qui est totalement capable d'assumer ce rôle d'informateur ? Et donc, il y a un changement du paradigme de l'AFP qui est dû à ça.
Il y en a un autre qui est financier, évidemment, et qui suit le reste de la presse dans la précarisation de ce métier. C'est ça, évident. parce que C'est évident. vous avez été correspondant à Jérusalem, vous avez été correspondant à Pékin, vous voyez aussi la force aussi de ce rôle de correspondant, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas d'autres personnes sur place qui sont capables de produire de l'information, mais c'est aussi un autre regard, c'est une autre manière de regarder les situations. Oui, mais dans le rôle qu'a l'AFP, qui est d'être la matrice de l'information brute de base pour l'ensemble de la planète, c'est un peu moins important, je pense, que quand on est correspondant d'une radio ou d'un journal, où là, on a besoin d'avoir les coups des franches avec une rédaction derrière qui vous soutient et qui vous permet un peu plus d'audace, un peu plus de franchissement aussi de frontières et de lignes rouges. Voilà, donc vous partez de l'AFP peut-être parce qu'une ligne rouge a été franchie justement dans votre éthique personnelle pour rejoindre un journal de gauche. Ça tombe bien, on est en 1981, François Mitterrand va être élu, c'est Libération. Oui. Avec, qu'est-ce que ça... J'imagine que le journal, est-ce que déjà il renvoyait tout un imaginaire? Est-ce que il y avait une aspiration à rejoindre un journal comme Libération? Moi, mon désir le plus grand à ce moment-là, quand j'ai quitté l'AFP, c'était d'avoir un espace de liberté. Liberté d'écriture, de liberté de concevoir mon travail différemment. Et Libération offrait cette possibilité. Libération, c'était une aventure. C'était plus qu'un journal, c'était une aventure. Et ça s'est même révélé au-delà. Ça s'est révélé une famille au début. On n'était pas nombreux à Libération à l'époque. On était moins d'une centaine dans l'immeuble à faire le journal. Après, c'est passé à 200, 300, 400 personnes. Ça s'est réduit après. Hein. Et ça s'est de nouveau réduit. Mais le Libération du début des années 80, c'était véritablement une aventure. Je me souviens les premières années, quand on partait en reportage, on vérifiait dans la liste des abonnés s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous héberger. Parce que le journal n'avait pas d'argent pour nous payer l'hôtel. Donc c'était quand même... C'était une autre écriture aussi, c'était une autre manière d'écrire et de raconter le réel. Oui, et pour moi, ça a été quelque chose, une vraie découverte, parce que je sortais... L'AFP, c'est un moule, c'est une écriture brute. Le style n'est pas la principale qualité quand on travaille à l'AFP. On doit être précis, exact, rapide dans cette concurrence internationale. Et la technologie fait que c'est encore plus rapide aujourd'hui. Et quand j'arrive à Libération, je suis entouré de gens qui valorisent l'écriture et l'écriture au service de l'information, mais l'écriture fait partie des qualités. Et donc, vous apprenez tout d'un coup à vous libérer, à vous lâcher, à décrire des situations que l'AFP ne demande pas. Donc, ça a été pour moi une véritable révolution mentale de passer à Libération. Et puis, vous n'avez pas perdu votre envie de voyage, évidemment, à Libération. Vous allez être correspondant à Jérusalem dans des moments cruciaux. Puis, évidemment, en Chine, où vous allez rester 5 ans. Quand on travaille en Chine, donc c'était dans les années 2000. Début des années 2000. Début des années 2000. Donc déjà, les conditions de travail, j'imagine que d'être sous étroite surveillance, comment ça se passait dans les années 2000? En fait, si on regarde rétrospectivement par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'âge d'or du journalisme, les années 2000. C'est paradoxal parce qu'on se plaignait beaucoup des restrictions, de la surveillance, etc. Mais il n'y avait pas la surveillance électronique qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas les restrictions qu'il y a aujourd'hui. C'était un peu le Far West, la Chine, il faut bien le dire. Il y a des régions entières qui s'ouvraient à la découverte et qui étaient parce qu'elles avaient été fermées auparavant. Et on faisait un peu ce qu'on voulait. Alors, parfois, on se faisait arrêter, expulser d'une province, renvoyer à Pékin, passer un blâme au ministère des Affaires étrangères. Mais tout ça était relativement facile. Pour moi, il y a eu d'abord l'échelle. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Pékin, je me suis dit, mais je n'arriverai jamais à comprendre ce pays. C'est trop grand, trop gros, trop différent aussi. Et donc, quand j'étais les premiers jours, les premières semaines même, dès que j'avais fini de travailler, je prenais ma voiture et je me perdais dans la ville. Et je roulais jusqu'à ce que je retrouve mes repères pour rentrer chez moi. Et parfois, ça mettait 30 minutes, parfois, ça mettait 2 heures, jusqu'à ce que je trouve un monument, un immeuble que je reconnaissais, etc. Et au bout d'un mois, je connaissais la ville par cœur et j'avais mes repères dans la ville. Et puis ensuite, j'ai fait ça à l'échelle du pays. C'est-à-dire tous les mois,
je me forçais à aller dans une province différente pour comprendre l'échelle de ce pays. Mais pour une raison simple, vous prenez l'avion à Pékin, vous faites 4 heures de vol vers l'ouest, ben vous êtes toujours en Chine. Vous prenez l'avion à Paris, vous faites 4 heures de vol, vous êtes en Russie ou à Tamanrasset, et ça vous donne une idée quand même de l'échelle de la Chine. Et pareil, quand il fait froid à Pékin, vous faites 3 heures de vol vers le sud, vous êtes à Shenzhen, où les gens sont en tongs et en short sous la pluie tropicale. Donc c'est plus qu'anecdotique. Je pense que c'est un rapport à la centralité du pays qui est différent. Quand vous dites justement que c'est pas la même échelle, la Chine n'est plus à la même échelle non plus ici en 2026. En ce moment, c'est une puissance mondiale très forte. Est-ce que ça, c'était prévisible du regard du journaliste de l'année 2000 que vous étiez? Alors, je n'aurais pas parié un centime en 2000, quand je suis arrivé, que la Chine de 25 ans plus tard serait la seconde économie mondiale et serait la rivale des États-Unis. Parce que le retard de la Chine, il y a une anecdote que je raconte que j'aime beaucoup, qui est quand je suis arrivé en Chine, je voulais acheter un fax. C'est encore l'époque du fax. Tous les auditeurs ne sauront pas ce que c'est qu'un fax, mais voilà. Ils iront sur Internet regarder. Voilà, exactement. Et j'avais pas encore ouvert de compte bancaire en monnaie locale, donc je voulais payer avec ma carte de crédit. On m'avait indiqué un magasin qui acceptait la carte de crédit, et lorsque je me suis présenté à la caisse avec mon fax et ma carte, j'ai vu la terreur sur le visage de la caissière. Elle avait jamais encaissé de carte de crédit. Donc c'est remonté jusqu'au directeur qui descend. Tous les employés sont réunis pour voir comment il va faire. Et il sort le sabot, le fameux sabot qu'on avait à l'époque, avant les paiements électroniques. Et donc, c'est vous dire l'état dans lequel était le développement du pays. 15 ans plus tard, je suis arrivé à Pékin, j'ai payé une bouteille d'eau minérale à un vendeur ambulant à 20 centimes en scannant son QR code. C'est-à-dire que la vitesse d'introduction de la technologie dans la société chinoise, je pense, est sans équivalent dans le monde et dans l'histoire. Et ça donnait un peu la mesure de ce que ce pays a vécu. En 2001, moi je suis arrivé en 2000, en 2001, la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce. Et tout d'un coup, c'est un décollage avec une croissance à 2 chiffres. On parle de 13-14%. C'est phénoménal et on voit la transformation des villes, des campagnes, de la manière de produire dans le pays, quasiment à vue d'œil. C'est-à-dire que chaque mois, on voit des choses nouvelles, différentes apparaître. Et ça, je pense que les Occidentaux l'ont totalement sous-estimé par complexe de supériorité, par arrogance. Les hommes d'affaires qui venaient investir en Chine à l'époque, il y en avait beaucoup, pensaient qu'on allait délocaliser les t-shirts à 1 euro et que la valeur ajoutée, la matière grise, elle resterait entre les mains des Occidentaux, ce qui était une illusion totale. La Chine n'avait strictement aucune raison, vu son histoire et sa taille et son poids, de se contenter de la sous-traitance. Elle a pris la sous-traitance parce qu'elle avait besoin de s'industrialiser, mais elle a aussi investi dans la science et la technologie. Il y a une caractéristique chinoise qu'un livre récent a pointé, qui était très intéressante, c'est que Deng Xiaoping a promu des ingénieurs dans l'appareil du parti. Et depuis 2002, tous les membres du bureau politique du Parti communiste chinois sont des ingénieurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui apportent des réponses concrètes à des problèmes ou à des problématiques idéologiques ou politiques. Et ça change complètement la donne par rapport aux États-Unis ou à l'Europe, où cette culture-là, on l'a eu un moment en France, où c'était des bâtisseurs, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et ça explique que la Chine ait pu se développer ses infrastructures d'une manière aussi éclatante. Et on le voit très bien aujourd'hui avec notamment l'intelligence artificielle, qui est la technologie du moment où elle arrive à être... ou la voiture électrique aussi, évidemment, où elle est dominante. Et là, les rapports de dépendance s'inversent, puisque nous y sommes maintenant tous dépendants. Dans le cadre de votre voyage, qui est plus qu'un voyage, de ces 5 années en Chine, des rencontres aussi très fortes, des rencontres qui ont changé votre vie à vous et qui ont eu un impact sur la vie des autres. Au collège de Mayan, l'école commence au lever du jour par un échauffement autour du village. Mayan fait partie de ces 1200 élèves, fils et filles de paysans pour la plupart, qui n'ont guère le moyen de payer des études à leurs enfants. Alors, on sacrifie les filles, car de toute façon, elles partiront de la maison pour se marier. Mais Mayan a refusé de quitter l'école à 14 ans. Elle a accusé sa mère de la condamner à la misère
et écrit ses sentiments dans son journal intime. C'est ce qui l'a sauvé. Je suis heureuse quand je suis avec mes camarades de classe. Mais surtout, j'espère que je pourrai offrir une belle vie à mes parents plus tard. Le sauveur de Mayan, c'est Pierre Aski, correspondant du journal Libération en Chine, par hasard en reportage dans cette région perdue. C'est lui qui a reçu des mains de la maman de Mayan son journal intime si émouvant, jeté comme une bouteille à la mer. Alors le sauveur de Mayan, c'est Pierre Aski, c'était peut-être un peu fort, mais néanmoins, racontez-nous cette histoire. C'est une histoire, moi, qui effectivement m'a changé ma vie et a changé la vie d'une communauté. C'est que donc on était dans ce village qui est un des plus pauvres de Chine, qui est dans la province qui s'appelle le Ningxia, qui est très méconnue parce c'est la plus petite province chinoise. Ce sont des musulmans chinois, des Hui, ce ne sont pas des Ouïghours, ce sont des Hui, c'est une autre population. Et une femme nous donne 3 carnets et une lettre au moment où nous allions quitter le village. Et quelques jours après, je demande à ma collaboratrice de me dire ce qu'il y avait dans ces documents. Elle me dit « Oh, c'est rien, c'est l'histoire d'une gamine qui ne peut pas aller à l'école ou qui veut aller à l'école. » Et pour elle, c'était banal. Et je lui dis « Mais lisez-moi quelques passages. » Et c'était une langue extraordinaire. Elle racontait des histoires qui étaient le parcours du combattant d'une fille de paysan pauvre qui veut de l'éducation, qui veut accéder à l'éducation. Et donc j'y suis retourné parce que je voulais raconter cette histoire, parce que ça ne suffisait pas d'avoir ces carnets. Alors c'était à 1500 km de Pékin. On arrivait, on commençait par le train, ensuite vous connaissiez la Chine par cœur maintenant, parce que vous étiez perdu 12 000 fois dans cet endroit-là. Voilà. Et l'histoire a été publiée dans Libération, et elle a eu un tel impact émotionnel que des gens ont commencé à envoyer de l'argent en disant « mais on veut aider cette jeune fille, etc. » Il y a eu un livre qui a été fait, qui a été traduit dans 22 langues, dont le chinois. Je suis passé avec la mère et la fille aux 20 heures de la télévision chinoise, donc 650 millions de téléspectateurs, pour raconter cette histoire à l'époque. Et on a eu tellement d'argent avec les droits d'auteur du livre, les dons du public, etc., qu'on a créé une association qui s'est mise à distribuer des bourses aux enfants de ce district. Et ça a été une aventure de 10 ans avec tout un réseau de bénévoles en France, mais dans d'autres pays aussi, qui ont fait que j'y suis retourné en 2019 pour les voir. On a 80 diplômés de l'enseignement supérieur dans un district où personne n'avait eu le bac. Donc voilà, et ce sont des gens qui étaient condamnés à 20 ans de misère de plus avant que le développement de la Chine ne les rattrape, et qui se sont retrouvés un peu par effraction dans la classe moyenne chinoise. Et vous vous retrouvez vous aussi un peu par effraction dans un autre rôle que celui de journaliste? Totalement, et un rôle dont j'avais sous-estimé la prise de risque, parce que vous décidez de changer la vie des gens sans leur demander leur avis d'ailleurs, en leur permettant d'aller à l'école, à l'université. Il n'y a pas etc. le risque justement d'être enfermé un peu dans cette posture de sauveur, de l'européen, l'occidental qui vient? Alors, je ne me suis jamais pris pour un sauveur, et d'ailleurs, on avait décidé avec les gens avec qui j'avais créé l'association qu'on resterait limité à ce petit district rural et qu'on n'allait pas sauver la Chine, on allait sauver les gens les plus pauvres de ce district. Mais ça a été... vous voyez, un jour, j'étais parce que j'y suis retourné des dizaines de fois dans cette région. Un jour, j'étais dans une chambre d'une sorte d'auberge pas loin, et on frappe à ma porte. C'était 2 agents de la sécurité d'État chinoise qui avaient entendu parler de cet étranger qui venait dans cette région musulmane. On était après le 11 septembre, voilà, c'était suspect. Et donc, ils commencent à me faire un interrogatoire en bonne et due forme, et le secrétaire du parti du village en question arrive en courant parce qu'on l'avait prévenu, et il vient voir les agents de la sécurité d'État en disant non, ne vous en faites pas, l'étranger il fait que du bien dans ce village. C'est des moments comme ça assez magiques, parce que quand vous pensez à ce qu'est le système politique et sécuritaire chinois, d'avoir un dialogue entre des agents de la sécurité d'État et le secrétaire du parti à votre sujet, c'est assez surréaliste. Et un dépassement de fonction de ce journalisme, ou une autre vision du journalisme, un journalisme aussi d'impact. On pourrait parler parfois d'un journaliste de solution, en tout cas un journaliste qui a un impact
impact sur la réalité des gens. On n'est pas vraiment dans le commentaire ou dans le reportage qui va raconter une situation. De par cette action-là, qui naît justement de cette Oui. rencontre fortuite, il se passe quelque chose de Qui est concret. un accident de parcours du journalisme, mais où là, je prends ma casquette de citoyen, d'humain, et non pas de journaliste. Je n'ai pas agi là en tant que journaliste, j'ai agi en tant qu'être humain, avec cette petite arrière-pensée quand même, qui était de me dire, pour une fois, je peux rendre quelque chose. En général, vous savez, quand on est dans des situations un peu dramatiques comme ça, on se dit, je vais faire un article et les gouvernements ou les Nations Unies ou quelqu'un va s'en emparer et régler le problème. Là, j'avais la possibilité de le régler moi-même, en tout cas de contribuer à une ébauche de solutions, en tout cas individuelles, pour un certain nombre de personnes. Et je me suis dit que je n'avais pas le droit de ne pas le faire. Donc voilà, j'ai sauté le pas, je ne l'ai jamais regretté. France Culture, la fabrique de l'information, François Saltiel. Et aujourd'hui, entretien avec Pierre Aski qui publie La fin d'un monde aux éditions Stock, où il revient sur son parcours d'un demi-siècle, on peut le dire, de carrière journalistique, et le tout à la première personne. On va quitter la Chine, où vous avez d'ailleurs été blogueur, Mon Journal de Chine, mais pour rester justement dans le blog et dans le numérique, puisque vous allez par la suite cofonder, participer à la fondation d'un des pionniers d'un site français 100% numérique, c'est Rue 89. Nous sommes en 2007. D'ailleurs, quelques mois après, c'est Mediapart qui va se lancer en 2008, avec des modèles économiques complètement différents. Mediapart va partir sur le modèle de l'abonnement, ce qui n'est pas le cas de Rue 89, qui va plutôt prôner la gratuité. Peut-être un modèle économique qui a perdu à la fin ce site internet, qui continue aujourd'hui à exister, qui a été racheté par l'Obs, mais néanmoins, il n'a pas connu le même succès que Mediapart. Non, c'est sûr qu'on était parti sur un modèle économique qui était illusoire. C'est-à-dire qui était le modèle publicitaire. On était dans cette époque où Internet devait être ouvert, devait être gratuit, devait être accessible à tous. On était dans une idée libertaire, soyons clairs, qui était de continuer l'esprit de Libération sous une autre forme. Libération avait cogné un mur à ce moment-là. On était en 2006, il y a eu une crise majeure à Libération, et nous avons un petit groupe à l'intérieur du journal, dont le point commun d'ailleurs avec Pascal Richer, Laurent Mauriac. C'était le blog justement d'arriver. C'était le blog, on était tous blogueurs dans la première génération de journalistes blogueurs, et on s'était dit que cette interaction, ça paraît banal de dire ça aujourd'hui, mais l'interaction avec le lecteur, c'était quelque chose de nouveau. On appelait ça le web 2.0, expression totalement désuète aujourd'hui. Et c'est de là qu'est venu le concept de Libération, qui était de Rue 89, qui était de faire travailler ensemble. C'est l'info à 3 voix, comme on l'avait, c'était notre slogan, journalistes, experts et internautes. Et donc, notre principe, qui je pense reste totalement valable aujourd'hui et hélas inapplicable, mais c'était que tous les contenus pouvaient être produits par des gens qui étaient journalistes ou pas journalistes, mais que la condition, c'était qu'ils passent par la moulinette de la vérification journalistique avant d'être publié. C'est-à-dire que, voilà, ce qui était, je pense, un cordon de sécurité utile et nécessaire. Et voilà, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Il venait de se créer également en 2005, Facebook, 2007, Twitter. Qui ne jouaient pas un rôle majeur dans la circulation d'informations encore à l'époque. Mais qui le sont finalement ensuite devenus, dans cette capacité des uns et des autres à pouvoir parler en son nom et de pouvoir aussi apporter un autre discours avec tous les effets négatifs que l'on connaît, notamment la propagation de la désinformation. D'ailleurs, on le voit, vous l'avez vu, vous l'avez senti. Et on l'a vécu comme un choc inattendu, c'est-à-dire que nous, on était vertueux, on voulait que les commentaires soient positifs et enrichissent l'information, que les internautes contribuent des articles, du contenu à notre site, etc. Et tout d'un coup, on a vu la déferlante de la désinformation, des complotistes, des racistes, etc., qui sont arrivés en groupe organisé, c'est-à-dire que en meute. En meute, et ça, on n'y était pas prêt. Et on n'a pas su le gérer parce que on voulait pas, c'était pas notre projet, on voulait pas se transformer en censeur. Or, on passait un tiers de notre temps à nettoyer le site parce qu'il y avait tellement de contre-vérités, d'attaques racistes, etc., qui venaient il y avait un site d'extrême droite à l'époque qui faisait une sorte de veille sur Internet et envoyait la meute
pour mener le combat. Et dès qu'on peut publier un article sur l'immigration, sur l'islam, sur des sujets de prédilection de cette extrême droite, envoyer ses lecteurs en disant allez sur rue 89, il y avait le lien et tout d'un coup on voyait fleurir les commentaires racistes. C'était époustouflant comme phénomène et on a été submergé par cette vague-là. Submergé par cette vague-là, et puis parfois vous voyez même la police arriver à votre porte dans une pratique qu'on appelle le swatting, c'est ça ? Le swatting, oui. Alors ça, c'était un épisode tragique puisqu'il y a quand même eu la mort du père d'un de nos journalistes. Le swatting, c'est de dénoncer de faire une fausse dénonciation à la police et d'envoyer la police au domicile de quelqu'un sous un faux prétexte. Et donc, en l'occurrence, c'est un hacker franco-israélien qui s'appelle Ulcan, c'est son nom de guerre, qui a pratiqué ça contre nous à l'époque et qui est responsable parce qu'il a envoyé le GIGN chez les parents d'un de nos journalistes dont il n'avait pas apprécié l'article, et le père de ce journaliste a eu une attaque cardiaque, il s'est retrouvé à 3h du matin avec un pistolet sur la tempe du GIGN et il en est mort. Et après, moi j'ai eu ça chez moi aussi, puisque un vendredi soir, je me retrouve avec un appel du commissariat de mon quartier à Paris qui me demande de descendre pour régler un problème avec la police. La rue était bloquée par 2 camions de pompiers, la BAC était prête à donner l'assaut chez moi si je n'avais pas répondu au téléphone parce que j'étais censé avoir tué ma femme et être retranché avec une arme. Et voilà, c'est ce genre de choses qu'on a vécu, là encore, sans y être véritablement préparé. Et ce que ça montrait aussi, c'était la vulnérabilité aussi du journaliste à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme vous le disiez au début, il y avait quelque chose d'assez magique parce qu'on pouvait directement parler à l'autre. On avait un retour de nos lecteurs. On pouvait s'appuyer justement sur leur expertise, leur expérience. C'est ce que vous disiez sur les contributions. Et en même temps, on se rendait vulnérable. Oui, mais alors aujourd'hui, on y est un peu plus préparé parce qu'on a 20 ans de guerre en ligne et de haine en ligne, on le sait. Mais ça ne prépare personne à subir ça. Et on le voit en ce moment, il y a des journalistes qui sont harcelés en ligne, comme Nassir El Moadem ou Gallagher Fenwick, qui sont pris pour cible et qui ont la meute à leur trousse. Franchement, c'est quelque chose auquel on n'est jamais préparé et qui est absolument odieux. D'ailleurs, Gallagher Fenwick qu'on a reçu dans cette émission. Alors ensuite, rue 89, vous partez de ce site qui, je l'ai dit, qui existe toujours. Et puis vous allez découvrir un autre modèle, cette fois-ci, qui est le modèle du service public, qui est aussi un modèle gratuit d'une certaine manière, enfin gratuit, financé par nos impôts, qui vous permet donc chaque matin de pouvoir livrer votre chronique sur la géopolitique. Une chronique qui est complexe, puisqu'il s'agit de rendre intelligible ce qui ne l'est plus toujours, avec notamment un Donald Trump qui change d'avis toutes les 2 heures. Néanmoins, comment vous faites pour ne pas tomber dans ce piège-là aussi d'un Donald Trump qui nous impose un tempo ? Alors c'est très compliqué parce que effectivement, Steve Bannon avait théorisé l'idée d'inonder la zone pour reprendre sa formule. Et donc Donald Trump fait ça. Il parle 3 fois par jour, il annonce des choses contradictoires et il fait le show. Et donc, comment ne pas tomber dans ce piège-là ? C'est compliqué parce qu'il est en même temps le président de la première puissance mondiale. Donc, sa parole est aussi performative. On ne peut pas l'ignorer et se dire, s'il promet d'exterminer la civilisation perse, on ne peut pas complètement ignorer une telle menace. Et donc, voilà, il faut arriver à faire la part des choses, à garder ce qui compte et ce qui permet de comprendre la marche du monde. Moi, j'essaie de le faire avec pédagogie parce que je pense qu'à l'antenne de France Inter, on parle à des millions de personnes et c'est indispensable de ne pas faire de l'analyse qui passe au-dessus de la tête des gens. Et donc, il faut, et je le vois parce que je rencontre pas mal de gens, notamment avec le livre, qui me sont gré de cette pédagogie, c'est-à-dire d'arriver à non pas leur dire ce qui va se passer, parce que je n'en sais rien, mais à leur expliquer les logiques des acteurs et de relier des faits qui
donne un minimum de cohérence à cette actualité. Mais est-ce qu'il n'y a pas des complexe. moments où on se sent peut-être un peu seul ou face à un fatalisme quand on voit justement qu'un Donald Trump dire une vérité, l'inverse le lendemain, que ça change pas forcément toujours sa cote de popularité. On sait qu'il a déclaré lors de sa première élection qu'il pourrait même tuer quelqu'un Oui, sur la sur la 5e 5e avenue, il avenue, perdrait oui. pas une seule voix. Donc quand on est comme vous, quelqu'un qui décrypte tous les matins, qui tente de décrypter, qui tente de comprendre ce qu'il y a dans son esprit, est-ce qu'il n'y a pas des matins où on se dit finalement j'ai beau livrer la meilleure analyse du monde, je ne vais pas forcément arriver à convaincre ou à éclairer les choses différemment et à changer finalement sa base. Alors vous allez me dire c'est peut-être pas votre ambition de changer sa base, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, moi, mon ambition, ma seule ambition, c'est d'arriver à ce que l'auditeur termine ma chronique en se disant qu'il a un peu mieux compris ce qui est en train de se passer et la logique des acteurs. Pourquoi Donald Trump dit ça aujourd'hui? C'est quoi son arrière-pensée? C'est quoi sa stratégie? S'il en a une, quelle est la stratégie de Poutine ou de Xi Jinping? C'est d'arriver à faire que les gens surmonte un peu la peur qu'il y a aujourd'hui dans l'opinion, de se réveiller le matin. Les gens sont comme nous. Hein. Moi, je me réveille le matin en me demandant ce qui s'est passé pendant la nuit, s'il n'y a pas une nouvelle guerre qui a éclaté, si Trump n'a pas déclaré quelque chose d'extravagant. Mais ça vous fatigue un peu. On sent que aussi il est épuisant. Il est épuisant, mais c'est clair que moi, j'ai un accord avec la rédaction en chef à France Inter. Si ils estiment que Trump a fait quelque chose d'énorme, ils peuvent me réveiller à 3 ou 4 heures du matin pour que j'ai le temps d'écrire une nouvelle chronique par rapport à celle que j'ai écrite la veille, parce qu'autrement, je n'ai pas le temps. Donc, on voit bien qu'on est dans cette imprévisibilité totale. Mais je pense que le fait de donner ce minimum d'explication et de rationalité à des événements qui ne le sont pas à première vue, apaise les gens, ça ne leur donne pas forcément confiance dans l'avenir qui est pour le moins incertain, mais en tout cas ça leur permet de comprendre, d'essayer de comprendre et de ne pas subir, mais d'être des acteurs de la compréhension du monde. C'est tout l'enjeu d'aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi. C'était pour transmettre en puisant dans mon parcours et dans ce que j'ai pu vivre en Chine ou en Afrique, des éléments qui permettent, parce que si vous ne plongez pas dans les racines historiques, culturelles, politiques de ce monde, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui manque souvent dans le flux d'informations qui est déversé sur nous et qui s'est énormément accéléré ces dernières années. C'est ce qu'on a vu notamment avec cette profondeur, et c'est ce qu'on a pu voir aussi avec le conflit entre Israël et le Hamas récemment, où peut-être que ça a un peu manqué de profondeur historique dans le traitement médiatique. Oui, tout à fait. Moi, j'en ai pris ma part d'opprobre quand j'ai dit dès le premier jour que l'histoire n'avait pas commencé le 7 octobre, qu'il y avait un passé. Moi, il se trouve que j'ai mis les pieds à Gaza pour la première fois en 1982. Donc ça fait plus de 40 ans que je fréquente cette région. J'ai été correspondant à Jérusalem. Donc j'ai cette conscience de ce qui s'est construit au fil des décennies et qu'on ne peut pas ignorer et faire commencer. C'est tout l'enjeu d'ailleurs des narratifs, comme on dit, des uns et des autres. C'est à quel moment on fait commencer l'histoire. Ça vaut au Moyen-Orient, mais ça vaut pour toutes les parties du monde. À quel moment vous faites démarrer le drame qui permet de rendre quelqu'un responsable. Quand on commence la chronologie des événements qui va arriver à un point T, effectivement. Voilà, et donc sur le Moyen-Orient, vous pouvez remonter à Jésus-Christ ou vous pouvez démarrer à plusieurs moments. Les critiques justement qui ont pu être adressées par exemple à France Inter, même à d'autres médias qui pointaient la frilosité peut-être que pouvaient avoir les médias français à critiquer Israël. Je sais, dans votre livre, vous revenez justement sur le fait qu'il y a eu un non-respect du droit international. Est-ce que ça, vous l'avez senti, cette pression ? Moi, j'ai le sentiment d'avoir échappé à cette pression pour deux raisons. La première, c'est que, ayant été correspondant là-bas, j'avais la notion
complète de l'histoire, des acteurs et des tenants et aboutissants de cette histoire. Je prétends pas tout connaître, mais en tout cas, j'étais sur un terrain solide que je n'ai pas découvert le 7 octobre. Et j'ai même fait 6 mois plus tôt, en janvier de cette année-là, donc 2023, une chronique lorsque le gouvernement de Netanyahou est arrivé au pouvoir avec l'extrême droite. J'ai fait une chronique en disant cette coalition va dans le mur. Alors je ne m'attendais pas à ce que ça explose à Gaza. Je pensais que ça exploserait en Cisjordanie avec les colons, ce qu'on voit à l'œuvre d'ailleurs en ce moment même. Et donc j'avais le sentiment d'être sur un terrain solide de compréhension de ce qui se passait, ce qui me donnait les coups des franches. Parce que je n'ai pas le sentiment d'hésiter face à la réalité de ce qui se passe. Je pense que c'est très important parce que la télévision en particulier, les chaînes d'infos, etc., qui ont besoin d'alimenter des heures et des heures de débats et ont parfois utilisé des gens qui n'avaient pas cette analyse, assise. cette profondeur. Et aussi, parfois, on le sait, les chaînes d'information continue reviennent rarement en arrière. Ouais. C'est pas leur fonction. Et justement, vous, dans votre exercice et dans votre livre, vous revenez en arrière. En revenant justement en arrière, on va peut-être terminer sur ce titre. La fin d'un monde, il commence quand ? Cette fin de monde. C'est compliqué. D'abord, de quel monde parle-t-on ? C'est celui de 1945, l'ordre international qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, la création de l'ONU, de toutes les institutions internationales, du droit international qui a évolué au fil du temps, mais qui trouve ses racines en 1945. Quand est-ce qu'il a commencé ? Il y a plusieurs dates possibles. Il y en a une qui serait peut-être intéressante à creuser, qui est 2003, l'invasion de l'Irak. Où un membre permanent du Conseil de sécurité envahit un autre pays, l'Irak, sans feu vert de l'ONU, puisque la France s'y était opposée et menaçait de mettre son veto. Et Bush fait en 2003 ce que Poutine fera en 2022. Mais je pense que c'est peut-être aller trop loin dans la profondeur. Je pense qu'il faut globalement, c'est 2022 avec l'Ukraine qu'on commence véritablement à sentir cet ordre international s'écrouler. L'année suivante, on a le 7 octobre et on a ensuite Trump. On a 3 étapes qui finissent par sonner le glas de cet ordre international, qui était contesté depuis des années. On avait les grands pays du Sud qui disaient mais on n'était pas autour de la table en 1945 puisque c'était le monde colonial. Et on n'est toujours pas autour de la table aujourd'hui puisque les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont toujours les mêmes. Ensuite, vous avez les prédateurs, la Chine et la Russie, qui trouvaient que cet ordre international faisait la part trop belle aux Occidentaux et aux Américains. Et ce qu'on n'attendait pas, c'est Donald Trump en janvier 2025 qui arrive et qui dit « moi aussi, je renverse la table. Et moi aussi, je vais changer l'ordre international pour le remplacer par ma seule force. » Et c'est là qu'on assiste aujourd'hui à son enlisement en Iran et cette guerre de trop qu'il a faite en pensant que ça serait un Venezuela bis, c'est-à-dire une opération éclair qui allait durer quelques semaines, qui allait changer la face du monde et sans un coût aussi élevé. Mais ce qu'on voit quand même à la lecture de votre livre, c'est que la fin d'un monde, et vous l'avez rappelé là, c'est la fin d'un monde qui était encore régi par des règles et par le droit. C'est l'écroulement justement de ce droit. Et vous l'avez rappelé quand vous parlez de l'Irak, en disant comment on peut critiquer un comportement qui ne respecte pas le droit, qui sort des règles d'un pays, quand nous-mêmes, peut-être, nous ne l'avons pas respecté plus tôt. Oui, c'est d'ailleurs le miroir que nous a tendu le Sud, les pays du Sud, lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine, où il y avait effectivement une violation du droit flagrante, et on allait voir les pays du Sud en disant mais il faut le condamner à l'ONU, etc. Et les pays du Sud disaient oui, mais vous avez fait pareil. Vous avez fait pareil, les Américains ont fait pareil en 2003, personne n'a poursuivi Bush devant la Cour pénale internationale. Et vous avez fermé les yeux, et ça, c'est l'autre volet, devant le non-respect des résolutions de l'ONU par Israël dans les territoires palestiniens. Donc cette complexité-là, sur laquelle on était tranquillement assis, elle est apparue au grand jour à partir de 2022. Et il y a cette fameuse expression, les 2 poids 2 mesures, les doubles standards, etc., qu'on nous a renvoyé à la figure. Et je pense que si demain on arrive à recréer un nouvel ordre international, donc la fin d'un monde annonce peut-être un nouveau monde, il faut bien qu'il y ait un nouveau monde derrière, il ne pourra pas être le même que celui d'avant. Il sera soit
celui de l'hégémonie des nouveaux empires, soit un monde plus équitable et plus respectueux d'un droit international qui doit être pour tous. Mais pour savoir ce que l'histoire nous réserve, on peut vous écouter tous les matins, Pierre Aski, pour essayer de mieux le comprendre et vous lire donc la fin d'un monde qui permet d'avoir justement cette perspective et cet éclairage personnel de 50 ans pour arriver à mieux vivre avec cette complexité qui nous entoure. On parlait d'histoire, l'histoire va suivre son cours, tout comme cette émission, puisque c'est l'heure de retrouver Emmanuelle Davier, la médiatrice de Radio France, qui interroge Xavier Mauduit. Bonjour François. Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Emmanuelle Davier. De nombreux auditeurs nous contactent car ils ne trouvent pas les nouveaux épisodes du cours de l'histoire sur leur plateforme d'écoute habituelle. Je vous lis 2 messages. Une auditrice nous écrit « Je suis surprise et attristée de ne plus pouvoir écouter le cours de l'histoire sur l'application podcast d'Apple. Pourquoi ce choix éditorial ?» Et puis un autre message d'un auditeur « Pour quelle raison doit-on attendre 1 mois avant de pouvoir écouter les derniers épisodes du cours de l'histoire autrement qu'avec l'application Radio France. J'utilise depuis de nombreuses années iTunes pour télécharger et panacher à l'avance dans mes playlists personnelles des podcasts de nombreuses émissions de France Culture, dont le cours de l'histoire depuis ses débuts, et avant cela la Fabrique de l'histoire, les émissions de philosophie, de sciences, d'actualité politique et géopolitique. Fin du message de cet auditeur. Alors Xavier Mauduit, quelles explications pouvez-vous leur apporter ? Tout d'abord, merci Emmanuel pour cette question et merci aux auditeurs et aux auditrices qui ont pu écrire. Alors, vous avez lu 2 mails, mais j'en ai reçu des dizaines et des dizaines. Effectivement, l'émission Le cours de l'histoire est désormais à écouter en exclusivité sur l'application Radio France pour les nouveaux épisodes, c'est-à-dire pour les épisodes qui ont moins d'1 mois. Après, ils sont disponibles sur toutes les plateformes externes, c'est-à-dire Apple Podcast, Deezer et Spotify. En fait, cette décision s'inscrit dans un long processus ancien déjà de Radio France. L'idée est assez simple, c'est que pour écouter les archives anciennes ou les nouveaux épisodes du cours de l'histoire, il faut aller sur la plateforme Radio France. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est pour être libéré, indépendant des algorithmes de ces plateformes externes. Je le vois très bien pour le cours de l'histoire. Vous savez, l'émission se construit en série autour d'un thème avec des épisodes 1, 2, 3, 4. Sur les plateformes externes, les épisodes sont dans le désordre. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Certains sont mis en avant, d'autres disparaissent. Sur l'application Radio France, vous avez ici les épisodes dans l'ordre, c'est-à-dire que ce sont nos algorithmes. Puis je vais vous dire, Emmanuel, il y a autre chose. C'est que le cours de l'histoire reçoit des historiennes, des historiens, souvent issus de l'université, c'est-à-dire qui travaillent grâce à de l'argent public, ils sont payés par l'État. Mais nous-mêmes, l'audiovisuel public, nous sommes ici payés par l'État. Pour le dire autrement, d'un côté, vous avez des gens payés par l'État pour faire de la recherche, et puis nous, service public, nous sommes là pour diffuser cette même recherche. Je trouve assez cohérent même que ce soit sur l'application Radio France que l'on trouve ces épisodes en exclusivité. Question posée par un auditeur. Vous nous recommandez donc de passer par l'appli Radio France, mais s'il n'y a pas de réseau, quelle est la solution ? Ah oui, ça c'est un véritable problème d'écoute et je trouve vraiment pertinent de voir comment les gens écoutent la radio. On peut l'écouter en direct sur un poste, on peut l'écouter en direct sur l'application Radio France. Et puis pour les podcasts, là c'est différent. Sur l'application Radio France, il n'y a aucun souci. En fait, beaucoup de gens écoutent la radio en prenant le podcast sur une application externe, souvent sur leur ordinateur. Ils téléchargent le fichier et puis ils le mettent ensuite dans un lecteur MP3, ce qui leur permet d'écouter la radio dans des zones où il n'y a pas de connexion, où ils n'ont pas de Wi-Fi, par exemple. Alors, sur l'application Radio France, vous pouvez télécharger pour après, écoutez n'importe où. Et j'ai des messages de gens qui me disent « Ah, mais moi, quand je suis sur mon tracteur, je ne peux plus vous écouter dans les champs ou dans les vignes, ça m'embête. » Avec l'application Radio France, on peut le faire. Bien sûr, je sais que ça nécessite un téléphone qui permet, avec un appareil mobile, d'avoir l'application Radio France. Mais en tout cas, cela permet, en allant sur l'application Radio France, de découvrir cette application et la richesse des programmes. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. J'adore me perdre dedans parce que j'en apprends beaucoup.
Je vous lis à présent un autre message d'auditeur reçu la semaine dernière. Un grand merci pour ce format de 4 matinées autour de la Grèce antique. C'est un format que vous réalisez très bien. J'avais déjà suivi les 4 matinées consacrées au Japon contemporain et celles consacrées au Brésil. Bravo pour vos compétences et votre travail au profit des auditeurs de France Culture. Alors, Xavier Mauduit, par rapport à l'actualité au Moyen-Orient et pour laquelle vous avez proposé du décryptage ces dernières semaines, faire des émissions sur la Grèce antique ou bien sur Antoine de Saint-Exupéry, cela s'appelle une contre-programmation. Pourquoi cela vous paraît important et quels sont les critères qui guident vos choix de thématiques ? Avec toute l'équipe du cours de l'histoire et notamment Maïwen Guizou qui assure la programmation, ou Jeanne Delecroix qui travaille également dans le choix des sujets, nous sommes toujours en réflexion pour répondre aux attentes du moment qui sont les nôtres sans doute et celles que nous imaginons être les attentes des auditeurs et des auditrices. Donc il y a la nécessité d'apporter des réponses avec un regard historique sur des questions d'actualité, les accidents du travail. Voilà, ça c'est un sujet qui va venir bientôt dans le cours de l'histoire, mais vous l'avez dit Emmanuel, sur le Moyen-Orient, presque une obligation de se dire regard historique. Et puis de temps en temps, et l'histoire a cette force-là, c'est de proposer des sujets qui nous offrent comme un grand bol d'air, qui nous permettent d'explorer d'autres sujets, les créatures fantastiques, c'est vraiment exceptionnel avec des licornes. Et puis moi, d'un seul coup, je me plonge avec les sirènes et je suis très content. Et c'est le cas avec Saint-Exupéry. Et étonnamment, nous avons ici, en se disant qu'on est en contre-programmation, des échos aux préoccupations du moment. Parce que toute production historique est réalisée aujourd'hui au plus près de la recherche et c'est pour ça que le cours de l'histoire donne la parole aux chercheurs et aux chercheuses. Et puisqu'ils sont produits dans une société qui est la nôtre, eh bien ces travaux-là sont en écho aux préoccupations de cette société. Et donc c'est un régal de se dire chaque semaine, construire comme ça un thème et de pouvoir, le luxe de France Culture, disposer d'une heure pour entrer au plus près de la recherche, la rendre accessible au plus grand nombre. Et puis il y a dans ce cours de l'histoire, les émissions du vendredi. Et le vendredi, c'est justement une ouverture vers des artistes, comédiens, comédiennes, auteurs, autrices, qui portent un regard sur le passé. Et d'un seul coup, tout mis bout à bout, nous avons un grand bol d'histoire tous les jours, donc en podcast, sur l'appli Radio France et en direct sur France Culture. Merci Xavier Mauduit. Merci Emmanuel. Alors Xavier Mauduit qui nous parle justement de son format du vendredi avec un invité qui porte un regard sur le passé. C'est ce que vous avez fait tout au long de cette émission, Pierre Aski. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans la Fabrique de l'information, c'était passionnant de revenir sur votre carrière. On a voyagé, on est allé dans plusieurs pays, mais évidemment, ce n'est pas en 1 heure que l'on arrive à retracer 50 ans de journalisme. Donc j'invite nos auditeurs et nos auditrices à se plonger dans votre ouvrage La fin d'un monde. C'est donc publié chez Stock ou à venir vous voir puisque vous êtes dans une sorte de Tour de France. Absolument. Aussi. Merci. Pour présenter cet ouvrage. Une émission réalisée par Émilie Valla, à la technique Anthony Thomasson, à la vidéo Ruben Karmazine et à la préparation, comme chaque semaine, Joséphine Reinhardt. On se retrouve la semaine prochaine aussi pour une nouvelle Fabrique de l'info.